Merci à chacun et à chacune d'être venus cet après-midi au siège de la région pour écouter ma déclaration. Bon, chacun a compris que c'est un moment un peu particulier qui nous réunit. Je remercie évidemment mes collègues, très nombreux présents. Merci d'être venus des 4 coins du Grand Est, et je sais que c'est loin. Merci aux médias de votre présence. Merci aux services qui ont bien accepté de participer à ce moment, et merci au cabinet et aux membres de l'équipe du groupe qui sont là avec nous cet après-midi. Je suis très heureux de vous rencontrer, je suis heureux de ce moment de partage, même si évidemment il y a de l'émotion. On ne tourne pas une page de 35 années, même si c'est fait volontairement, sans que cela ne laisse quelques traces. Il y a quelques jours, une semaine à peu près, j'ai envoyé aux élus, aux maires, aux parlementaires, aux conseillers généraux, départementaux, régionaux, la lettre de rentrée, qui est un peu le bilan de nos 2 années. C'est aussi une bonne partie de ce qui sera à faire dans l'année qui vient. Et je commençais ce courrier par chacun se rappelle les conditions dans lesquelles l'élection a été organisée, la loi a été votée. Si vous permettez, je vais revenir rapidement sur cet épisode. Parce que vous le savez tous, cette élection, cette campagne, ce ne fut pas de tout repos. D'abord parce que nous étions sur un périmètre que nous ne connaissions pas. Chacun connaissait relativement bien chaque ancienne région, la sienne, mais la maîtrise des dossiers et des territoires sur l'ensemble du périmètre de la région Grand Est, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient dire qu'ils avaient vraiment conscience de ce que nous allions avoir à porter ensemble. En ce qui me concerne, j'étais arrivé à une étape de ma vie publique où je m'interrogeais sur le futur et le principe de base aurait été d'arrêter la vie publique. J'en étais là lorsque dans mon bureau, à plusieurs reprises, avec un certain nombre d'entre vous, chers amis, on a évoqué cette question. Car bien sûr, il y avait en Alsace, mais aussi en Lorraine et en Champagne-Ardenne, beaucoup d'interrogations sur la région qu'aujourd'hui nous appelons Grand Est. Parmi les nombreuses questions qui étaient ouvertes, c'est celle du siège. Aujourd'hui, on fait comme si ce n'était pas un sujet. C'était un vrai sujet, rappelez-vous. Le nom à donner, la dynamique que l'on pourrait créer dans un tel territoire, l'organisation administrative qu'on pourrait bien mettre en place pour la rendre efficiente, et donc les économies qu'on pourrait faire. Et derrière, la dynamique que nous pourrions créer, notamment pour les entreprises, et toute la question des identités. Dans ces conditions, à titre personnel, j'ai été très fortement interpellé parce que nous sentions de la montée du Front National. Et l'inquiétude qui était grandissante pour beaucoup d'entre nous sur le risque très important qu'il y avait que cette région tombe entre les mains du Front National, que l'extrême droite remporte cette élection. J'ai à ce moment-là commencé des contacts personnels avec beaucoup d'élus, certains que je connaissais bien, notamment les parlementaires, j'en vois quelques-uns, puis avec les responsables élus des principaux territoires, notamment les maires des grandes villes, les présidents des agglomérations. Et il me disait, Philippe, il faut que tu y ailles. La première réunion publique que j'ai faite, c'était à Épernay. Je cherche Franck, je ne suis pas sûr. C'était chez toi, Franck. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Je suis allé à Épernay, c'était avant la campagne électorale. Et ce qu'il y a de particulier à cette réunion, d'abord,
c'est que la salle était comble et qu'il fallait payer 5 € pour entrer pour m'écouter. C'était la première fois dans ma vie qu'il fallait payer pour écouter l'un de mes propos. La salle était comble néanmoins. J'explique un peu. Ils avaient ensuite le droit de boire un liquide avec des bulles, ce qui expliquait que ce n'était pas uniquement pour mon propos. Mais, première question, Monsieur Richert, vous aviez porté le projet du Conseil d'Alsace, vous aviez dit que vous étiez opposé à Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, comment voulez-vous faire campagne maintenant pour cette nouvelle région? Puis j'ai expliqué aux gens, oui, je suis quelqu'un qui croit dans la décentralisation parce que ça rapproche la décision du territoire. Oui, ça permet d'avoir une démocratie qui fonctionne mieux. Je suis un profond décentralisateur, je suis un régionaliste. Au demeurant, quand j'étais président du Conseil général, je militais pour la suppression du Conseil général, pour le réformer ici en Alsace et pour en faire un Conseil d'Alsace. Pas si nombreux les présidents de département qui demandent la suppression de leur propre département. C'est plutôt le contraire quand on regarde bien, y compris aujourd'hui. Moi, j'étais prêt à supprimer parce que l'intérêt général, c'était de se regrouper. Vous savez qu'on a fait un référendum, malheureusement, on n'a eu que 58% de oui. Dans le Haut-Rhin, seulement 45% de oui. On n'a pas pu fusionner. Et après cela, vient ce projet. Fusion Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Le Premier ministre de l'époque m'avait téléphoné et le ministre de l'Intérieur aussi. Je leur ai dit, c'est pas raisonnable, c'est beaucoup trop grand, on ne peut pas. Et ils ont dit en retour, on va en tenir compte, et ils ont proposé Alsace-Lorraine. J'ai soutenu Alsace-Lorraine parce que ça me semblait plus raisonnable dans la taille, dans la dimension et dans l'organisation future à mettre en place. Et puis le groupe socialiste à l'Assemblée a décidé que ce serait Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne parce que tout simplement on mettait la Picardie avec Nord-Pas-de-Calais et que du coup Champagne-Ardenne est revenu avec Alsace-Lorraine. J'ai été de ceux en Alsace qui ont beaucoup protesté et je ne le regrette pas. J'ai été de ceux qui ont manifesté et j'ai manifesté. J'ai été de ceux qui ont organisé la manifestation place de Bordeaux à côté. J'ai été aussi de ceux qui ont été déçus qu'il n'y ait pas plus de 10 000 personnes qui se soient déplacées parce que nous avions notamment, à ma demande, mis en place des trains supplémentaires. Il y avait même eu un recours contre cette décision que nous avons au demeurant gagné, c'est toujours ça de prix. Un recours pour dire que ce n'est pas acceptable qu'une collectivité se mobilise pour mettre en place des moyens pour s'opposer. Je l'ai fait et je vous le dis, je ne le regrette pas. Mais lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé que la loi, après que la loi a été votée, je savais que cela se mettrait en place. Et je ne voulais pas que le Front national gagne cette élection. Et je vais vous dire, a posteriori, je ne regrette pas d'avoir été candidat et que le Front national et M. Philippot n'aient pas gagné. Et je comprends que M. Philippot ne me porte pas dans son cœur. Amis, c'est facile pour moi, je joue à domicile, je le sais. Mais je veux juste vous dire, les valeurs qu'on porte, ça ne peut pas être juste un détail qui vient après le reste. Les valeurs en politique, c'est d'abord. Et on fait en conséquence. D'ailleurs, ça m'a valu un autre petit problème pendant cette campagne électorale. Il y avait une dame qui était sur la liste, qui à un moment nous refaisait la France des races. J'avais dit à l'époque à Nicolas Sarkozy, Nicolas, ça ne me pose pas de problème si tu lui demandes de revenir. Il faut juste que tu saches une chose, si c'est elle, ce ne sera pas moi. Il a fait le choix. Voyez-vous, je vais reprendre ici quelqu'un que j'ai cité il n'y a pas longtemps, c'était lors d'une réunion que nous avions organisée ici, sur les protestants et les juifs, ce que Luther a dit à propos des juifs, ce n'était pas toujours sympa. J'avais à l'époque repris l'un des textes de Martin Niemöller. Martin Niemöller, c'est un pasteur allemand, l'un de ceux qui n'avaient pas suivi Hitler. Ils étaient nombreux, mais d'autres l'avaient suivi. Et il a écrit ce mot à Dachau en 1942.
c'est sur les valeurs. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Les valeurs, ce n'est pas lorsqu'on a tout essayé. Les valeurs, c'est au début. Nous avons été ensemble dans ce combat. On l'a gagné dans des conditions difficiles. Parce que je veux le rappeler, on avait tout ce passif à porter, les conditions dans lesquelles la loi a été votée. On avait apporté cette hétérogénéité de territoires qui ne se connaissaient pas et qui pour le moins se défiaient. On avait la complexité de la réorganisation, les questions incessantes sur les économies qu'on ferait, les annonces tonitruantes de certains. Mais nous avions aussi à regarder comment demain nous pourrions redonner du sens et de l'espoir pour ce territoire. Oui, nous avons été candidats et dans des conditions difficiles, parce que chacun se rappelle que c'était aussi le Bataclan, la suspension de la campagne, et que le cœur n'y était pas tous les jours, quand on avait porté le deuil de la France. On a donc gagné, et au bout de 2 ans, on regarde ce qu'on a fait. On a relevé les défis, et les uns après les autres, on a apporté des réponses. Sur l'organisation administrative, sur la réforme de toutes les politiques, et il a fallu en faire, sur une nouvelle dynamique, en particulier pour les territoires ruraux, pour des projets aussi innovants que ceux qui concernent aujourd'hui le très haut débit, pour ceux qui concernent l'avenir de nos territoires les plus fragiles et pour la capacité qui devrait être la nôtre pour continuer d'inscrire dans le progrès notre région. Quels sont les grands succès que nous avons pu engranger ? Je voudrais ici rappeler que nous avons d'abord réorganisé l'ensemble de cette région. Le siège ici à Strasbourg, plus personne ne discute. Les assemblées pour les plénières qui se réunissent à Metz et Châlons pour le siège du Césaire. Une organisation avec, bien sûr, des directions présentes partout. La première question qui a été posée, mais comment voulez-vous faire des économies si vous gardez les 3 sites des 3 maisons du Conseil régional, Strasbourg, Metz et Châlons? Comment allez-vous pouvoir organiser? Juste 2 mots sur cette question des économies pour que ça soit réglé une fois pour toutes, parce que j'entends régulièrement des gens qui le répètent. Sur 5 ans, dans le Grand Est, les économies, c'est à peu près 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. En réalité, c'est un peu plus, c'est 1,1 milliard. Je dis 1 milliard, voilà, c'est un arrondi, c'est facile à retenir. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est quand même conséquent. C'est-à-dire, quand on discute avec Paris, 1 milliard d'euros, c'est pas juste fétu, c'est la réalité de ce que nous faisons. Et ce n'est pas une promesse comme ça à venir, c'est sur la base de ce que nous avons fait en 2016. 2016, compte administratif à l'appui, repris par la Cour des comptes nationale, pas seulement la Chambre régionale. Oui, nous sommes de ceux qui baissent les dépenses de fonctionnement et qui augmentent les dépenses d'investissement. Oui. Et on le fait parce qu'on a essayé d'organiser en étant plus efficace. Alors ça crée parfois des tensions, mais aussi en étant plus proche. Aujourd'hui, la création des 12 agences, c'est-à-dire des 20 points où nous sommes organisés pour répondre à la fois aux besoins de la population, des associations, des lycées, des CFA, des entreprises, de nos partenaires institutionnels que sont les collectivités, nous nous sommes organisés et nous apportons de l'ingénierie publique dans les territoires. Jamais une région n'a été aussi proche qu'elle est aujourd'hui. Puis nous avons essayé d'appuyer cette proximité aussi par notre présence personnelle. J'ai essayé, vous le savez tous, d'être présent à peu près dans tous les territoires. De temps en temps que je suis, alors je vais prendre Charleville-Mézières puisque le maire n'est pas là,
le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, a dit publiquement « Jamais un président de région n'a été aussi présent que le président du Conseil régional du Grand Est ». Et ce n'est pas le seul à le dire. Charleville-Mézières, c'est loin. Mais c'est proche parce qu'on s'est organisé pour le faire. Nous avions besoin de démontrer qu'on pouvait le faire. Et on a essayé de le faire en étant en équilibre, en étant à l'écoute, en essayant de voir comment on pouvait apporter les solutions. Et ces solutions, on les a apportées de façon concrète. Je reprends, parce que c'est l'une de nos vraies compétences. Quand vous prenez aujourd'hui les ferroviaires, on a 200 trains de plus tous les jours. 200 trains de plus tous les jours. Et ça coûte moins cher qu'avant. On a mis en place une démarche pour le très haut débit. 500 millions d'euros d'économie. Nous sommes la première région à mettre en place le numérique très haut débit, FTTH, partout, dans toutes les communes. La première région de France. Vous êtes sûr que nous aurions pu parier là-dessus au début, que nous serions la première région de France en matière de mise en place du très haut débit, y compris dans des communes de 10 habitants, partout, sans rien laisser au hasard. Lorsque le président de la République s'est exprimé récemment, c'était au Sénat, il a dit le haut débit. Nous, on disait le très haut débit. Parce que vous commencez par dire, oui, dans les communes rurales, le haut débit, ça suffira. Ça veut dire que vous créez ce fossé, cette rupture, cette fracture numérique qui va tellement loin. Et on est allé plus loin, on a dit maintenant que nous mettons en place ce très haut débit, bien on va commencer dans les lycées, livres numériques. Alors je sais que ça a été critiqué, je sais que ce n'est pas facile, notamment pour les associations de parents d'élèves qui ne peuvent plus maintenant avoir le prétexte du service du livre pour demander aux gens d'adhérer et que du coup ils ont sans doute deux personnes qu'elles n'ont plus besoin d'embaucher. Notre problématique, c'est les enfants, c'est les jeunes. Ce n'est pas d'abord les permanents des associations des parents d'élèves. Et la capacité aujourd'hui d'enseigner avec une vraie pédagogie qui est adaptée à aujourd'hui, qui correspond aux besoins des jeunes pour qu'on puisse tenir compte des différences entre les uns et les autres, ça donne quand même du sens. Tout ça dans une région qui n'existait pas, qu'on a créée et à qui on a donné les capacités de réussir. Bon, vous savez tous que mon discours a été annoncé cet après-midi, donc j'ai eu quelques messages. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous, je m'en excuse. Mais je peux vous dire que j'ai eu les messages de soutien, d'encouragement, pour me dire aussi, surtout ne lâche pas, hein. Bon, notamment de Mulhouse, Jean, je peux le dire, quoi. De Colmar, de Strasbourg, de Metz, de Nancy, de Lunéville, d'Épinal, de Charleville-Mézières, Saint-Dié aussi, de Reims, de Châlons, de Troyes, de Chaumont, de Saint-Dizier, de Bar-le-Duc, de Verdun. Vous aurez compris en prenant les listes, ils ne sont pas tous des républicains, hein, enfin LR. Tous. On dit, écoutez, ce que vous avez fait en 2 ans, ça mérite un coup de chapeau. Pourquoi tu n'as pas envie de continuer ? J'ai rappelé ici ce que j'ai mis dans la première partie du courrier. La deuxième partie du courrier, c'est ce qu'on va faire maintenant, dans l'année qui vient. Dans l'année qui vient, on a beaucoup de travail. Parce qu'on ne va pas baisser la garde. C'est d'abord l'organisation du personnel et en particulier la question des statuts, Jean-Luc. Derrière, c'est la grande question aujourd'hui du conventionnement avec les collectivités locales. Le transfrontalier, où nous n'avons pas été aussi présents que nous pourrons l'être. Et puis c'est les grands débits, après le SRDE2I, toute l'équipe autour de Jean, de Lila et compagnie, je ne vais pas pouvoir tous vous citer parce que sinon je vais encore être plus long pour le mettre en place. Et le tourisme. Jackie, nous sommes là-dessus à le construire. Parce que nous avons besoin évidemment, de tenir compte de cette feuille de route. Et puis après, l'année prochaine, il y aura évidemment le reste. J'avais, lors de ma cérémonie des vœux, en janvier 2017, indiqué que je ne me représenterais à aucune élection. Ça en a surpris quelques-uns.
Je vais le redire pourquoi. Lorsque je me suis engagé en politique, je n'étais pas fait pour la politique. Alors certains disent, il s'est rattrapé. Je suis d'accord et je vous en remercie. Moi, c'était les sciences nat, les papillons. Je vous garantis, je suis plutôt bon. Les coléoptères, plutôt bon. C'était ça, ma passion. Puis il y a le voisin du canton voisin chez moi au conseil général qui s'appelait Jean Westphal qui m'a dit « Écoute, pourquoi tu n'irais pas te présenter ?» Puis on est allé voir le patron à l'époque chez nous qui s'appelait Adrien Zeller et voilà, qui m'a dit « Ce serait bien si tu étais candidat. » J'avais gagné à l'époque. J'avais pris l'engagement que je saurais me souvenir qu'il y a des limites à l'exercice d'un mandat. Lorsqu'Adrien avait décidé au niveau des régionales de ne plus être candidat, il m'avait dit « Philippe, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'ancienneté. » J'avais dit l'an dernier qu'il faut toujours garder en tête cela, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on est dans l'action, c'est parfois lourd à porter, mais c'est enthousiasmant, je le redirai tout à l'heure. C'est extraordinaire ce qu'on a le droit de faire. D'avoir le droit, chers amis, d'agir et de travailler au nom de ceux qui ont voté pour vous. C'est à la fois une lourde responsabilité, mais une chance extraordinaire. Et dans cet enthousiasme, on oublie parfois les engagements qu'on a pris. Puis il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oui, mais tu es le point d'équilibre. » Il y en a qui se reconnaissent dans le discours. « Tu es celui qui assemble, celui qui fait que... » Voilà. C'est sans doute vrai que je suis quelqu'un, au travers de mon positionnement, de ma façon d'être, qui fait que je suis souvent un assemblier. Mais je sais aussi que les cimetières sont nombreux de ceux qui pensent qu'ils étaient irremplaçables. Qu'à un moment donné, il faut accepter de regarder lucidement pour la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'en 2021, on va avoir une élection et que je ne serai plus candidat. Et que ça ne sert plus à rien que moi je me fasse connaître. Ce qui est important, c'est que l'équipe qui va porter se fasse connaître. Quand on est responsable politique, on ne peut pas juste décider le dernier moment « Oui, d'accord, je ne me représente pas, allez, débrouillez-vous ». On prépare. Et c'est parce que je veux préparer que j'ai décidé de ne pas aller au bout du mandat. Voilà, j'assume. D'abord, j'ai décidé librement que les choses soient claires, donc j'assume totalement. Personne ne m'a demandé « il faut que tu partes ». Plutôt le contraire. Je l'ai décidé parce que je pense qu'en politique, c'est l'intérêt général qui ne peut pas être qu'un discours, ça doit se retrouver dans les actes. Et si je pense à l'intérêt général du territoire, je dois préparer pour que les choses puissent continuer à bien fonctionner dans le territoire. Et donc moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé que j'allais faire en sorte qu'on puisse passer la main et que d'autres puissent prendre dans la foulée. Je pense, voyez-vous, que cette décision est une décision qui est difficile. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir un moment d'émotion, mais je le fais parce que je pense que c'est ça l'intérêt général. On ne peut pas revenir simplement à un moment donné en se disant « oui, il faut qu'on prépare » et chaque fois qu'on est au moment de préparer, on trouve une excuse pour ne pas aller plus loin. Ça ne veut pas dire que les dossiers sont finis, que nous avons terminé le travail. Je vous rassure, rien n'est fini. Et beaucoup de chantiers sont ouverts. Je viens d'en citer quelques-uns. Je vais aussi parler d'un dossier qui vient régulièrement et dont on a souvent parlé déjà, c'est aussi la question des identités. Qu'elles soient alsaciennes, Lorraine, Champagne ou Ardennes. Je n'ai pas dit complètement champardennaise parce que l'identité champardennaise est encore plus compliquée que les autres, qui sont déjà compliquées en soi. Aujourd'hui, la question est là, est-ce qu'on ne peut pas recréer le Conseil régional d'Alsace et le Conseil régional de Lorraine-Champagne-Ardenne de l'autre? Je veux dire, j'ai eu l'occasion de discuter souvent avec le président de la République et le Premier ministre. Ils ont dit, on n'en est pas question. Même ceux qui vont à l'Élysée, de temps en temps, ils pourraient dire ce qui leur a été répondu. Ça éviterait les malentendus. La deuxième chose que je veux dire dans cet état d'esprit, c'est que je crois dans ce besoin de garder les identités vraiment. En Alsace, j'ai été celui qui a porté avec d'autres, c'était pas moi l'inventeur, c'était une collègue qui nous a quittés entre-temps, qui était conseiller régional d'Alsace.
la marque Alsace. Quand on a créé à l'époque la marque Alsace, dans les quotidiens du jour, il y en a qui nous expliquaient d'ici, conseil régional, que c'était le conseil régional d'Alsace avait imaginé un nouveau logo. On n'était pas en train d'imaginer un nouveau logo, on était en train d'imaginer comment on pouvait fédérer les entreprises alsaciennes, en particulier quand elles vont à l'export. Je veux vous dire, chers amis, 5000 entreprises alsaciennes ont adhéré à la marque Alsace. J'avais pris l'engagement qu'on ne supprimerait pas la marque Alsace. Elle a progressé de 2000 entreprises supplémentaires qui ont adhéré. Nous sommes à 5000 aujourd'hui. J'aurais souhaité encore la fêter, la 5 millionième, on l'avait même choisi, je dois le dire, c'était Alstom. Non, de Dietrich. Ce n'est pas trop loin géographiquement. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Et j'ai dit, on gardera la marque Alsace, mais aussi l'agence d'attractivité de l'Alsace pour promouvoir cette marque, pour en faire le support. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler sur la marque Champagne. Bon, Champagne est déjà un peu connu, c'est presque une marque, hein, on peut le dire comme ça. Mais on ne pouvait pas l'utiliser comme marque territoriale par le passé. On peut aujourd'hui travailler sur la marque territoriale Champagne, et ça fonctionne bien. Et nous allons travailler sur la marque Lorraine, et pour ce qui concerne notamment le tourisme, sur ce qui est les Ardennes, et aussi pour le tourisme sur ce qui est les Vosges, parce que nous en avons besoin pour faire rayonner, pour développer et pour aller à l'international. Et nous allons le faire. Enfin, ils vont le faire, je le crois, parce qu'on s'y est engagé. Oui, nous avons beaucoup de chance de pouvoir continuer à aller de l'avant. Alors, si nous avons besoin de ces identités, je veux juste dire une chose. L'identité de l'Alsace, elle a existé avant le Conseil régional d'Alsace. L'Alsace, c'est ancien. C'est du temps déjà des Éticonides, du temps de l'Austrasie. On peut reprendre. Parce que c'est une réalité, bien sûr, qui est géographique. Mais au Moyen-Âge, c'est devenu beaucoup plus une réalité qui est aussi humaine et politique. Politique à quel sens? C'est par les valeurs qu'on porte. Chacun ici a l'habitude de parler de l'Alsace humaniste, cette Alsace ouverte, où les plus grands de l'Europe sont venus pour participer à ce mouvement extraordinaire. C'est l'État, mais toute l'Alsace. Bien oui, l'Alsace existe et doit continuer d'exister. On nous y accompagnons pour être là. Et nous le faisons au travers du bilinguisme, notamment dans les panneaux, mais pas que dans les panneaux, dans tout le reste. Et on va pouvoir continuer à le travailler. Et s'il faut à l'Alsace une représentation institutionnelle, cela est possible par la fusion des départements. Mais comme c'est les départements, je n'entrerai pas dans la logique. Moi, je me souviens simplement que Éric Stroman et Frédéric Biry avaient dit qu'ils allaient le faire. Je constate que ça n'a pas été fait. Ça, c'est autre chose. Mais on peut le faire pour avoir un support. Puis ensuite, on discutera pour des compétences supplémentaires, le cas échéant, qu'ils peuvent avoir. Moi, ce que je sais, c'est que cette question de l'identité, elle a été cœur de mon travail que j'ai fait comme président du Conseil régional d'Alsace. C'est depuis 1991 que je m'étais battu pour faire ce Conseil d'Alsace. Mais je ne le faisais pas pour le plaisir de faire le Conseil, c'était pour permettre que la démocratie territoriale puisse fonctionner au mieux, que nous puissions décentraliser au mieux. Malheureusement, l'Alsace n'a pas voulu aller aussi loin, certains en tout cas. Je me souviens, je vais donner un nom comme ça, juste en passant. Je me souviens du maire d'une belle cité haut-rhinoise, Ribeauvillé, qui avait une demi-page dans les dernières nouvelles d'Alsace pour expliquer pourquoi il fallait être le Conseil d'Alsace. Et c'est le même qui, après que le Conseil Grand Est a été fait, a dit qu'il faudrait absolument soutenir la création rapide du Conseil d'Alsace. S'il avait pu comprendre simplement un peu avant et agir, on aurait pu avoir le Conseil d'Alsace. On peut toujours faire le Conseil d'Alsace aujourd'hui par la fusion des départements. C'est à eux de décider, chacun comme il le souhaite et comme il le peut. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau du gouvernement et au niveau du président de la République, ils n'ont pas l'intention d'aller au-delà ou autrement qu'en ce qui concerne la fusion des deux conseils départementaux.
Donc la question pour le reste, pour moi aujourd'hui, ne se pose pas. Par contre, évidemment, nous devons regarder comment nous pouvons ensemble apporter notre contribution, faire en sorte qu'on puisse aller. Tout ce que je viens de vous raconter est strictement conforme à la réalité. Strictement conforme à la réalité. J'ai été très engagé pour le Conseil d'Alsace. C'est même moi qui avais trouvé le mot, c'était moi qui avais essayé de théoriser pour supporter, qui a fait la campagne. À l'époque, j'avais perdu plus de 10 kilos. Certains ont dit que ce n'était pas grave. Mais c'est vrai que c'était compliqué après de repartir. On l'a fait en portant encore plus loin la marque, en travaillant encore davantage sur le rayonnement. Puis aujourd'hui, nous avons des résultats. Ce que je critique, voyez-vous, c'est tous ces gens qui font dans le populisme et qui disent « il n'y a pas de problème, il suffit d'eux ». Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 ans, puis on verra ce qui se sera passé. Vous aurez compris, je ne serai pas un frein, puisque, je le dirai tout à l'heure, si je me retire, ce n'est pas pour jouer les troubles faits ailleurs. Je me retire totalement du Conseil régional et des fonctions électives, toutes les fonctions électives, aussi, bien sûr, ce qui est, par exemple, lié à la présidence du Grand Est, notamment la présidence de Région de France et d'autres. Je resterai en retrait, je ne ferai plus de commentaires, je resterai en retrait. Car ce que vous avez compris, évidemment, c'est que si au bout de ces 2 ans de Conseil régional Grand Est, c'est aussi, après avoir fait 6 ans de présidence du Conseil régional d'Alsace, si je fais un petit peu le bilan de mes mandats successifs, alors certains s'y sont essayés, je peux le faire de mon côté, c'est assez rapide. J'ai été pendant 26 ans conseiller général, dont 10 ans président. Et pendant ces 10 années de présidence, j'ai eu l'occasion de lancer un certain nombre d'initiatives et de réaliser quelques projets qui sortent de l'habitude de ce que fait le Conseil général. S'occuper de ce qui est votre compétence, ce n'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on peut faire en plus. Je rappelais le mémorial d'Alsace-Moselle. Oh, combien important pour l'identité. Qui l'a porté? Le vaisseau. Le Haut-Königsbourg. C'est un château... Philippe Nachbar, tu t'en souviens du combat? J'étais président du patrimoine au niveau du Sénat. Nous avions souvent, Philippe Nachbar et moi, en partenariat des rapports à faire. On l'a remporté à 1 voix près, le transfert du Haut-Königsbourg au Conseil général du Bas-Rhin. Le musée Lalique, les centres d'initiation à la nature, doublés maintenant des centres d'initiation au patrimoine. Le pôle d'archéologie interdépartemental rhénan, qui s'appelle maintenant Alsace Archéologie, la création, c'est de mon temps, même si maintenant on a changé de nom. Et les nouvelles archives départementales. J'ai été pendant 15 ans conseiller régional, dont 6 ans président du Conseil régional d'Alsace et 2 ans président du Conseil régional du Grand Est. J'ai vécu des moments absolument extraordinaires au Conseil régional d'Alsace. Lorsque nous avions été ensemble élus, j'avais dit que c'est une dream team. Je me permets de dire la même chose, et j'y reviendrai à la fin, du Conseil régional du Grand Est. Quel bonheur! J'ai été 20 ans sénateur et ministre, rapporteur de nombreuses lois, notamment sur l'environnement, le patrimoine, les collectivités, l'éducation scolaire, vice-président de la Commission, puis vice-président du Sénat, puis questeur du Sénat. J'ai présidé 250 séances du Sénat. J'ai eu quelques dossiers, j'y reviendrai. J'ai été pendant 10 années vice-président de l'Assemblée des départements de France, 6 ans vice-président de l'Association des régions de France, puis président de l'Assemblée des régions de France, avec un sujet, la décentralisation toujours et partout. Et ceux qui étaient présents à la réunion que nous avions au Congrès des régions de France, vous rappelez ce que le Premier ministre a dit, il a du caractère. Ses prédécesseurs le savent aussi. Au demeurant, j'ai eu l'occasion de fréquenter 16 premiers ministres et 14 préfets, monsieur le préfet, département du Bas-Rhin. J'ai été président de l'ARIENA, président de l'ASPA, président du Conseil national de l'air, président de la Fédération ADMO, président du musée Lalique, président membre du Haut Conseil des musées de France, conseil d'administration de la SNCF, de l'ONF, de l'ADEME, de France 3 et de RFO.
et quelques autres. J'ai fait le calcul, j'ai sans doute fait à peu près 3 millions de kilomètres en voiture et un peu plus de la moitié en train. J'ai essayé de calculer combien de temps j'ai passé en étant élu. Je pense que c'est à peu près 150 000 heures en tant qu'élu. Mais je veux dire que tout cela, tous ces projets, ce n'est rien. Si tous ces projets, toute cette façon d'intervenir, ce n'est pas mu par quelque chose d'autre qui est tout simplement le service de l'intérêt général et le service de la République. Ce n'est pas des mots creux. Vous savez tous que le Congrès des régions de France, le Premier ministre nous a annoncé que nous allions avoir une ponction de 450 millions d'euros les régions. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, que nous aurions du mal à porter les projets puisqu'il nous supprime les 450 millions d'euros. Mais je lui ai dit une autre chose qui pour moi est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, je suis enseignant de sciences naturelles. Et quand j'enseignais les sciences naturelles à mes jeunes, évidemment, j'avais la préoccupation de leur enseigner le contenu que je devais leur transmettre. Pas que les coléoptères et les lépidoptères, mais aussi. Ce qui est le plus important qu'on doit transmettre à nos jeunes, en plus de l'aspect cognitif, c'est évidemment le comportement dans la société. Le fait d'être membre de la société, ce n'est pas neutre. Et je lui rapportais, Monsieur le Premier ministre, l'un des premiers devoirs que nous nous devons par rapport aux jeunes, c'est d'apprendre le respect de l'autre, le respect de la parole donnée, le respect de la signature. Vous nous dites, Monsieur le Premier ministre, que vous n'allez pas respecter la signature de votre prédécesseur. Comment ça peut coller? Comment les jeunes qui nous écoutent, qui nous voient, comment tous ceux qui regardent le politique avec un grand P peuvent avoir le sentiment que c'est quelque chose de noble si le Premier ministre lui-même ne respecte pas la signature de l'État? Eh bien pour moi, ça c'est encore plus important, excusez-moi, que les 450 millions d'euros. Parce que ce qui est important, c'est qu'on donne des signaux. Il faut qu'on comprenne. Bien sûr, il y a les réalisations, il y a le quotidien, mais il y a deux choses qui sont plus importantes. C'est les principes sur lesquels on se base pour fonder l'avenir et cette démarche qui doit être la nôtre pour aller à l'avenir. Et ces valeurs, c'est lesquelles? C'est le respect, c'est la justice, le sens des responsabilités et le soutien aux plus fragiles. Et si ça, nous ne le respectons pas, bien beaucoup des propos que nous tenons perdent beaucoup de leur saveur. Vous connaissez ma citation favorite de Malraux, « L'homme est ce qu'il fait ». Il le traduisait aussi d'une autre façon, « Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues », c'est-à-dire cause et moins est faite. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit derrière de faire. Et chaque fois que nous sommes, et c'est aussi le sens de ce que je suis en train de vous dire, j'ai souhaité faire ce que j'ai pu et nous avons fait ensemble ce que nous avons pu faire. Parce que c'est évidemment pas Richard qui a fait ce qu'on a fait pendant ces 2 ans. Bien sûr, je suis le président, évidemment. Mais à côté de moi, il y a vous, mes chers collègues, il y a l'opposition, il y a une partie de l'opposition qui est constructive, puis il y a les services, il y a le cabinet. Eh bien, c'est tous ensemble qui ont réalisé ce challenge et qui ont su faire en sorte qu'on a matérialisé ce propos que vous connaissez. C'est un peu exagéré, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Aujourd'hui, quand vous allez sur le territoire, ça a du sens. Ça ne veut pas dire que nous avons tout réussi. Ça ne veut pas dire que demain, tout sera simple. Eh bien, dans ma vie, voyez-vous, d'élu, j'ai souvent eu des dossiers un peu compliqués sur lesquels j'ai eu droit à beaucoup d'incompréhensions. Je ne dis pas que là où il y a des incompréhensions d'aujourd'hui, ça va se régler comme par enchantement, mais quand même, je vais en donner quelques-uns. J'ai été celui qui a créé au Parlement une possibilité de recours contre les décisions des ABF, les architectes des bâtiments de France. Vous ne vous imaginez pas combien ça a été compliqué. Je suis celui qui a mis en place
Le premier réseau de surveillance de la radioactivité artificielle dans notre pays, c'est à cause du nuage qui était arrêté à la frontière, en fait, des histoires de ce genre-là. À l'époque, le préfet que nous avions, c'était Madi Hassen. Un jour, il me téléphone, il dit « Richard, qu'est-ce que vous avez encore fait ?» Je dis « Mais rien, monsieur le préfet. » « Nous allons vous payer des balises de radioactivité. » « Merci, monsieur le préfet, nous mettrons quand même les nôtres. » Et on les a mises, et elles fonctionnent toujours. Au niveau de la loi sur les musées de France, Philippe, j'ai rendu aliénables les collections des musées. C'est quoi? J'ai fait en sorte que dans un musée, on puisse sortir une pièce du musée pour qu'elle ne fasse plus partie de la collection. C'était quelque chose d'absolument insoupçonnable. À l'époque, un grand quotidien du soir titrait « Ils veulent vendre la Joconde ». J'ai rendu possible la restitution de la Vénus Hottentote à l'Afrique du Sud et des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Parce qu'autrement, on ne pouvait pas les sortir. On a fait 2 lois successives. J'étais le rapporteur chaque fois de ces lois. Et je vous garantis que c'était compliqué avec le Musée de l'Homme pour la sortie des restes de la Vénus Hottentote. Puis on a lancé un appel d'offres numérique, monsieur le directeur général. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'était compliqué? Je pense que c'est connu maintenant. On l'a fait quand même. C'est un projet de 500 millions au niveau de l'Alsace et un projet de 1,3 milliard pour les 7 autres départements. Je ne parle pas de la Moselle qui l'a fait à part, même si on a soutenu évidemment la Moselle. Et aujourd'hui, clairement, je parle notamment de la réunion, Franck, qu'on a faite au niveau de la FIRIP à Épernay, organisée par la FIRIP. C'est clair qu'aujourd'hui, notre région est clairement en tête pour l'ensemble des régions françaises. Puis une autre critique, c'est le choix de me présenter sur le Grand Est. Vous l'avez compris, je l'ai rappelé. Je confirme, je ne regrette pas, car il y en a qui n'auraient pas compris. J'ai décidé de faciliter les Grands Chais de France à Petersbach. Grands Chais de France, c'est une entreprise qui met du vin en bouteille et d'autres choses. Il y a maintenant 800 personnes qui travaillent à Petersbach. Et le chantier, c'était un investissement de 50 millions d'euros. Et vraiment, je me suis posé la question, est-ce que je vais le faire? Parce que c'est tellement compliqué qu'à l'époque, le patron de l'entreprise a décidé qu'ils allaient s'installer à Rotterdam. Et avec Louise, je la cherche des yeux, on se posait la question, est-ce qu'on va ou non le faire? Parce que c'était facile pour moi. Tout était refusé, il suffisait que je dise rien et c'était fini, je n'avais pas de problème. Puis on a décidé d'y aller. L'investissement a été fait, le 2e chantier est en cours maintenant, et puis il y en aura encore 2 autres après. 800 emplois. Mais si vous saviez sur place, parce que c'est quand même un bâtiment de 40 mètres de haut, et qu'à l'époque, celui qui était sur place disait déjà qu'on n'allait pas pouvoir ici continuer à garder une entreprise de cette nature. Je ne parle pas du musée Lalique, je vais simplement dire que le projet Lalique, le musée et l'entreprise, ça permet quand même aujourd'hui d'avoir quasiment 300 emplois, et que c'est en même temps un signe de qualité. Et aujourd'hui, Wingen-sur-Moder est connu d'un peu partout. Ce n'est pas monsieur le président du musée, et c'est rayonné bien au-delà de nos propres frontières. Et je me rappelle la restauration du château de Lichtenberg, où on a mis du moderne à côté de l'ancien. Les visiteurs avaient écrit « il faudrait fouetter l'architecte ». Le vaisseau à Strasbourg, grand et beau projet que j'ai voulu et que Guy-Dominique Kennel a suivi en particulier. Le CEPAL à Nancy, pour faire un peu plus actuel, les amis du côté de Nancy, on y était la semaine dernière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bon. Ça a été difficile, ça a été long. Le mémorial, puis le mur des noms, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Je me souviens qu'à l'époque, le président du conseil départemental du Haut-Rhin disait qu'il aurait mieux valu attendre qu'il n'y ait plus de survivants de cette période pour le construire. Et puis, je ne parle pas non plus du conseil d'Alsace, chacun l'aura compris. Pour dire, mesdames et messieurs, la politique, c'est souvent faire face à des décisions qui ne sont pas comprises. Mais cela nous permet d'aller de l'avant et nous pouvons aller de l'avant. Je voudrais ici avoir une pensée particulière pour ceux qui m'ont aidé beaucoup dans ce début de ma carrière. Je pense en particulier au maire de mon canton, de la Petite-Pierre, il ne s'appelle plus comme ça maintenant, et à la population de ce canton.
Je rappelle que la dernière fois que j'ai été candidat sur le canton de la Petite-Pierre comme conseiller général, j'ai fait 83% au premier tour et que c'est comme ça que j'ai arrêté, je ne me suis pas représenté. Et au conseil général du Bas-Rhin, sur 44 conseillers généraux, j'en avais 38 de ma majorité, c'est là que j'ai arrêté. Pas de parallèle. Je veux remercier évidemment les élus du département du Bas-Rhin. Parce que si je n'avais pas eu les élus du département du Bas-Rhin, jamais je n'aurais pu faire les 20 ans de mandat de sénateur. C'est à eux que je le dois et je les en remercie beaucoup. Je pense à ceux qui m'ont accompagné au début et qui ont été, on peut le dire comme ça, mes mentors. Évidemment, Adrien Zeller. Sans lui, je n'aurais pas fait de politique. J'aurais continué à regarder les papillons. Daniel Lefel, un grand monsieur. Et surtout, si je le permets, Marcel Roudloff. Quand on parle de tolérance, puisqu'il y a un prix de tolérance Marcel Roudloff, s'il y en a un qui mérite ce nom, c'est Marcel Roudloff, au-delà de tous les autres. C'est un homme exceptionnel. Bien sûr, il n'a pas été réélu à un moment donné, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est pendant qu'on est là, qu'on soit capable, là où on est, de faire avancer les choses. Et lui, sur la tolérance, sur l'écoute, c'est le respect de l'autre, je crois qu'il est difficile de les dépasser. Je veux remercier les différents directeurs généraux que j'ai eus, le Conseil général en particulier, Daniel Bursault, Henri Vogel et Roger Maubert. Des gens vraiment bien. J'ai aussi pensé pour mes anciens directeurs de cabinet au Conseil général, Jean-Luc Lips et Renaud Jotzi. Puis ensuite, j'en viens à du plus proche, Conseil régional d'Alsace. Le directeur général François Bouchard et le directeur de cabinet Christophe Kiffer. Aujourd'hui, il y a en plus François Charlier, puisque nous sommes aussi au niveau de la région Grand Est. Enfin, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si on arrive à se l'imaginer, ce qu'ils ont fait comme boulot. Le dire de Roger Maubert, de François Bouchard, c'est sans doute le meilleur technicien dans tous ces domaines compliqués qu'on ait en France. Je le dis franchement, vraiment chapeau. Ah, parfois, il est un peu compliqué caractère, hein, je ne dis pas le contraire. Comme j'ai moi aussi... ça marche néanmoins, il suffit de penser à l'intérêt général, et je veux vraiment le remercier. Pour la première fois, je le tutoie, je te remercie. Puis je veux remercier Christophe. Bon, il doit être derrière, comme d'habitude. Bon, je ne sais pas comment il fait, et je ne sais pas comment un jour je pourrais te remercier. Puis aussi le secrétariat, Dora, Aline, Chloé, et ceux d'avant, et puis Benoît. Les gens souvent s'étonnent que je sois à l'heure. Ça, c'est Benoît. Il ne roule pas trop vite, et on est quand même à l'heure, même quand on part en retard. Extraordinaire. Et je veux remercier au-delà, évidemment, vous, chers collègues, la confiance que vous m'avez accordée en me suivant, en m'acceptant comme tête de liste, puis ensuite en travaillant dans des conditions qui n'étaient pas idéales, sans que je puisse apporter à chacun l'attention qu'il aurait méritée. Je pense par exemple, alors une que je prends au passage, Huguette, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi en disant, j'ai vu Huguette, c'était au congrès des régions de France, et puis c'était Alain qui m'a dit, écoute, j'ai vu Huguette, etc. Je dis, ça fait au moins 2-3 mois que je ne l'ai pas vue. Alors, c'est pas qu'elle, voilà, c'est moi qui n'ai pas le temps de vous voir parce que je n'arrive pas dans mon organisation à le faire autrement. La façon dont vous êtes engagé dans les différents dossiers, la façon dont vous avez porté dans le débat, dans le dialogue avec les terrains, à tel point que le terrain aujourd'hui me le redit à chaque fois que c'est extraordinaire ce qui a été fait dans tous les domaines, dans le domaine agricole, économique, dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, dans les lycées, dans la culture, Pascal, tous les autres. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ce que vous avez fait dans le domaine des transports, Christine et toi, David, ce que vous avez est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui le fais. Alors les gens pensent que c'est pas. Bien sûr, j'assure ma partie derrière, notamment par rapport à Paris et les débats avec les ministères. Je veux dire que ce qui a été fait est exemplaire. Exemplaire. Et dans le domaine de l'administration, Jean-Luc, voilà, je veux vraiment à tous vous dire, tous, chacun, et ceux qui ensuite viennent en support, en soutien pour revenir à un très, très, très grand territoire. Si cette organisation aujourd'hui marche, c'est parce que tout simplement vous êtes là et parce que vous avez permis ces avancées.
J'ai beaucoup de chance de pouvoir côtoyer des gens exceptionnels. Vraiment, merci à vous. Alors, ces gens exceptionnels, je les ai côtoyés ici. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, pour ceux qui savent d'où je viens, je n'aurais jamais imaginé que je côtoierais aussi bien le Dalai Lama que le pape, que la reine d'Angleterre et que quelques autres, et que dans quelques pays, j'ai été reçu comme chef d'État, du temps où j'étais vice-président du Sénat. Il faut vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir porter des projets. J'ai eu la chance aussi, je le disais tout à l'heure, d'infléchir des politiques, notamment dans le domaine de l'environnement, de la culture, des collectivités territoriales et aussi de l'éducation. J'ai surtout essayé de donner du sens au travers d'une façon d'être. Je ne vais pas donner de leçons, mais la réalité est que trop souvent, on est dans le discours et pas assez dans les actes. Je n'aime pas les affrontements stériles, je n'aime pas les violences. Vous savez, moi, je crois vraiment, nous avons besoin dans notre pays de construire, d'écouter, de rassembler, d'avancer ensemble, d'être bienveillants. J'ai été la victime, mais comme d'autres, d'attaques d'une rare vulgarité, rare méchanceté. Je n'ai pas répondu, parce que je pense que ça ne mérite pas la réponse. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'au travers de ce que nous sommes, de notre façon de faire, nous devons être capables de les dépasser. Parce que le principe du respect de l'autre, d'accepter des avis contraires, de travailler pour le sens de l'équité, être en réalité par rapport à problèmes qui se posent, mais aussi regarder le long terme, essayer de partager, de déléguer, eh bien tout cela, c'est des vrais bonheurs que nous pouvons porter lorsque nous avons envie d'aller de l'avant. Vous l'avez donc compris, je termine par mon mandat. Je voudrais adresser à vous toutes et tous, à mes collègues, des vœux pour que vous puissiez continuer le chemin que nous avons tracé de la même façon que nous l'avions engagé, de façon très volontariste. Et je voudrais citer ici un texte de René Char. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure déjà, par exemple. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te voir, ils s'habitueront. Ben, je le fais. C'est parfois compliqué, souvent compliqué. Mais si ce n'était pas compliqué, ça ne nécessite pas des gens de qualité comme nous. Si c'était juste technique, on prendrait tous les ans les 20 premiers qui sortent de l'ENA, on leur demanderait de diriger la France. Bon, c'est vrai un peu réellement ce qui se passe, mais ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, de temps en temps, d'avoir quand même un peu de gens aussi qui apportent les réalités terrain, pas ceux uniquement qui viennent des deux côtés de la Seine à Paris, pour regarder comment on peut faire avancer les vrais dossiers. Ben, ce sera à vous dorénavant de le faire, sans moi. Il faut que tout ça se passe dans la dignité. Je veux dire que les derniers propos de Trump sont tellement terribles par rapport aux joueurs de football et aux autres. Nous avons besoin de montrer qu'être élu, c'est quelque chose qui est à la fois enthousiasmant, mais qui exige que nous ayons dans notre comportement une attitude qui puisse être reconnue comme méritant d'être cité en exemple. Non pas que nous soyons exemplaires, mais parce que nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Je vous fais totalement confiance, aussi pour ne pas céder au populisme, qui est la nouvelle mode. Parce que la nouvelle mode, c'est évidemment que tout se passe tellement vite, il n'y a plus de filtre, les gens disent n'importe quoi, comme souvent c'est anonyme, on peut dire n'importe quoi. Nous avons besoin de femmes et d'hommes engagés pour porter l'intérêt général. Et l'intérêt général ne peut pas se porter s'il n'y a pas le respect. Au Conseil régional, je voudrais dire qu'il ne faut jamais oublier que les questions de personnes sont des questions importantes, qu'il faut être ouvert aux autres, expliquer ce qu'on doit faire, mais aussi derrière, montrer l'exemple dans les solutions que l'on peut apporter. Et enfin, ne pas se laisser griser par le pouvoir, parce que cette façon d'être grisé vous éloigne des réalités. Restez ouvert, même dans les moments difficiles. Savoir reconnaître l'intérêt général, c'est exactement ce que j'ai voulu faire en décidant et en vous annonçant. Je vais donc quitter ce soir la région.
Je savais que ce serait compliqué. J'ai donc décidé de partir. Je vous fais confiance. N'oubliez pas, travaillez ensemble. L'intérêt général est plus important que le parcours de chacun, même si le parcours de chacun mérite qu'on en tienne compte. Vous devez être ensemble pour notre territoire, pour nos concitoyens. Et comme indiqué, je vous souhaite encore un beau moment et je vous quitte. Merci à vous. À bientôt.